Alors, je fais le chapitre 8, parce que le chapitre 7, c'est juste une énumération de comédiens de doublage, donc c'est un peu chiant à raconter, c'est pas bien gros, vous achèterez le bouquin. Chapitre 8. Qu'est-ce qu'une série culte? Selon la définition du dictionnaire, ce serait une série n'ayant pas forcément marché à sa sortie, mais qui aurait acquis son heure de gloire avec le temps. Star Trek serait donc l'exemple type, du moins aux US. Toujours est-il que pour devenir culte, il faut que la série fasse encore parler d'elle des années après son arrêt. Elle ne peut mériter ce qualificatif si elle dure encore. Les Feux de l'amour ne peut en aucun cas être considéré comme culte de ce fait, puisque ça s'est jamais arrêté et que ça dure depuis des plombes. Plus d'une vingtaine d'années ou 30 ans, je sais plus, au moins 30 ans. Vous me direz, même sans ça, elle ne l'est pas non plus. Bon. Après, le culte des uns n'est pas forcément celui des autres. Par exemple, Lamu, Urusei Yatsura, Mazinger Z ou Ashita no Joe sont des séries cultes au Japon et pas en France. Pour Goldorak, c'est le contraire. Bien qu'ayant bien marché dans l'archipel, Naruto a moins cartonné au Japon et c'est One Piece qui est plus considéré comme le nouveau succès du Jump après Dragon Ball. Sachant que le Weekly Jump, c'est le magazine de prépublication des mangas au Japon, là où sont nés Dragon Ball et tous les trucs à succès. Pour bien comprendre l'importance d'Ashita no Joe, par exemple, il faut savoir que l'un des protagonistes a eu droit à de vraies funérailles à son décès dans le manga. Il en sera de même pour Rao dans Hokuto no Ken. D'ailleurs, nous trouvons que tous deux étaient les antagonistes dans ces séries, donc les méchants, pour parler vulgairement. Quoique pour Rikishi dans Ashita no Joe, c'est moins adapté, s'agissant d'un rival sur le ring de boxe. Même s'il était un peu méchant au départ parce qu'ils étaient dans une maison de correction. On peut noter également que beaucoup de récits cultes ont été source d'inspiration pour d'autres œuvres, citons par exemple Seiyuki le voyage en Occident, plus connu sous le nom de la légende du roi singe, qui forme le terreau de l'histoire de Dragon Ball, Seiyuki, ou de façon plus éloignée, Midnight Ei Goku de Buichi Terasawa, l'auteur de Space Adventure Cobra. Star Trek est la série culte par excellence, sa relative méconnaissance en France étant due à une mauvaise et tardive diffusion, mais commençons par les US. Star Trek est une série survivante, qui eut d'abord droit à 2 épisodes pilotes. Elle a eu en effet une deuxième chance après que le premier pilote fut jugé trop cérébral pour le public américain. De plus, le rôle important attribué à une femme en cette année 1964 déplut au studio. Il faudra attendre bien des années pour qu'une femme puisse être capitaine dans Star Trek. Bref, la série dura bon an mal an, 3 saisons, et ce grâce au soutien des téléspectateurs qui durent faire des pétitions pour montrer leur attachement à la série, ce qui lui permit d'être reconduite, mais au terme de la dernière saison, ce ne fut plus suffisant. Mais Star Trek allait devenir culte par le biais de nombreuses rediffusions entre-temps. Il revint sous la forme d'un dessin animé, dans lequel apparaît pour la première fois le fameux holodeck, réintroduit dans The Next Generation, puis il fut question d'un retour en série avec Star Trek Phase 2, qui devint finalement Star Trek le film, poussé par le succès de Star Wars. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, un holodeck, c'est un pont dans le vaisseau qui te permet de te transférer où tu veux. En fait, c'est comme un gros truc virtuel, comme un gros jeu de trucs virtuels en 3D, mais où tu te retrouves dans un environnement comme tu veux, soit sur une autre planète, soit sur une autre époque. C'est vraiment le truc VR par excellence. Et donc beaucoup l'ont découvert dans Star Trek Next Gen, mais ça a été commencé en fait pour la première fois dans le dessin animé de Star Trek. Et c'est là que commence l'histoire française, ou presque, car des bandes dessinées Star Trek existaient déjà depuis 1972, sans que nous n'ayons jamais vu le moindre épisode, et bien que des photos de la série ornaient les couvertures. Le premier vrai contact avec Star Trek se fit donc par l'arrivée du film au cinéma, ce qui poussa TF1 à diffuser une poignée d'épisodes, dans le désordre, et piocher plus volontiers dans la 3e saison, la moins bonne, le tout datant de la fin des années 60. Sachant que Star Trek, ça a été en 64, 65, 66, je dis des conneries. Non, 64 c'est le premier pilote, et ça a été de 66 à 69 la série. Donc, voilà. Et donc nous on l'a découvert en 82. Tout dans les 60 dans un doublage québécois avec beaucoup de liberté sur la traduction. Nous sommes en 1982, quelques extraits avaient été diffusés dès 1979 dans l'émission Temps X, et il faudra attendre 1986 pour voir enfin l'intégralité sur la 5. Alors que la nouvelle série Star Trek Next Generation était prévue pour une diffusion dans la foulée sur la 5, la chaîne disparaît, et les premiers épisodes arrivent en VHS dans leur doublage québécois. C'est à nouveau une longue attente pour les nouveaux Star Trek en France, à part la diffusion des films au cinéma, avec une maigre fréquentation. Point de Star Trek en France, toutes les séries suivantes, Deep Space Nine, Voyager et Enterprise, ne seront diffusées que sur Canal Jimmy, quelquefois avec beaucoup de retard sur les US, les dernières saisons de Voyager en particulier. W9 tentera une tardive rediffusion de Next Generation, avec semble-t-il une audience insuffisante. C'est finalement le reboot des films de J.J. Abrams qui semble donner enfin une meilleure visibilité à cette saga, culte dont une nouvelle série est annoncée pour 2017. Je vous rappelle que j'ai fait le bouquin en 2016. Donc depuis, il y a eu effectivement des nouvelles séries, mais pas en 2017.
On les a eu que l'année dernière, 2019. Donc on a eu Star Trek Discovery et Star Trek Picard. En marge de tout cela, on peut voir sur le net Star Trek Continues, une magnifique suite à la série originelle avec tous les décors, bruits et effets de l'époque. Et surtout, cerise sur le gâteau, des guest stars ayant joué dans la série originale, qui reprennent leur rôle 46 ans après. Vraiment incontournable pour tous les fans de la série classique. Donc c'est des fans qui sont amusés à faire d'autres épisodes de la série, mais vraiment en faisant comme si c'était fait à l'époque, avec les mêmes effets, les mêmes trucs et tout, et puis même des acteurs qui avaient joué à l'époque qui sont revenus. Super sympa. Bien sûr, c'est en anglais, hein, sous-titré, c'est pas doublé en français, vous en doutez. Star Trek est donc l'équipage classique avec Kirk, Spock, McCoy et compagnie, qui vivent d'abord leurs aventures dans les 69 épisodes de la série des années 60, puis dans les 6 premiers films. Ensuite la Next Generation avec Picard, Data et Riker dans 169 épisodes, puis les films Génération, Premier Contact, Insurrection et Nemesis. Ensuite les spin-offs Deep Space Nine et Voyager, et la préquelle Enterprise, qui se passe avant la première série. Et donc maintenant il y a Star Trek Discovery qui se passe aussi avant la première série, et Star Trek Picard qui se passe après tout. Parce que c'est un peu une suite de Star Trek Next Generation, puisque c'était le capitaine de Next Generation qui revient. Voilà. Les films récents reprennent les personnages de la première série, Kirk et consorts, dans un univers parallèle. Changement d'endroit, on parle maintenant de Muscleman. Kinnikuman a aussi bien marché au Japon, et c'est un des titres les plus connus dans l'archipel et qui continue encore aujourd'hui, générant plus de 130 épisodes et une suite, Kinnikuman Nisei, donc son fils, alors qu'en France, le CSA en fit interrompre la diffusion. C'est même l'un des seuls dont le CSA est bel et bien responsable de la déprogrammation, mais il n'aurait pas atteint le statut de culte de toute façon avec son monde cucu, la praline et son humour pipi-caca, dont est également affublé Dr Slump, là aussi culte au Japon et pas ici. Muscleman, c'est de l'humour scatologique sur fond de catch, et les catcheurs peuvent absolument tout faire, comme transformer leur adversaire en nouilles, littéralement, et tous les designs peuvent exister, que ce soit un lavabo ou un Rubik's Cube. Donc tu vois, Muscleman, c'est vraiment des catcheurs, mais qui ont toutes les apparences possibles. Il y en a un, c'est un lavabo, donc il met son adversaire dans le truc et puis il tire la jasse, tu vois. T'en as un, c'est un Rubik's Cube, donc il suffit de lui retourner les têtes dans toutes les faces pour remettre les couleurs d'aplomb. Il y a vraiment tous les personnages possibles et imaginables dans Muscleman. Hein? Ils ont des bras? Oui, bah ils sont humanisés, oui, ils sont avec des bras et des jambes, mais voilà, bah, t'as aussi des gens normaux, hein, heureusement. Ok. Muscleman, il est presque normal. D'accord. D'ailleurs, le succès de Dragon Ball Z poussera Editor Papier DVD à sortir du Dr Slump avec le plus souvent de maigres ventes. Et il va de même pour Galaxy Express 999 pour surfer sur le succès d'Albator. Chaque auteur ne semblant en France faire mouche qu'une seule fois. Ces autres œuvres ne déclenchent jamais le même enthousiasme, sauf chez quelques puristes. Akira Toriyama, donc l'auteur de Dragon Ball, ne sera donc reconnu que pour Dragon Ball Z, à son grand âme d'ailleurs, parce que lui il préfère Dr Slump. Leiji Matsumoto pour Albator, lui il préfère Galaxy Express. Masami Kurumada pour Senseiya, lui il préfère Rini Kakero. Tsukasa Ojo pour Nicky Larson, lui je sais pas trop ce qu'il préfère, mais je crois que c'est plus ce qu'il a fait après. Bien que Cat Size ait eu son petit succès, et Go Nagai pour Goldorak, mais même si c'est en fait pas lui qui a vraiment fait, mais bon ça j'y reviendrai. Arrêtons-nous un instant sur ce dernier, car jamais nous n'aurons de meilleur exemple. Voilà un mangaka dont une œuvre générant un immense culte chez nous est à des années-lumière d'être représentative de son œuvre. Car Go Nagai, résumé en 3 mots, c'est sexe, violence et robots. À part le troisième, on ne reconnaît pas les deux autres dans Goldorak. Et si certains à l'époque ont pu trouver ça violent, c'était les bisounours comparés à ce que nous livre l'auteur dans des Violence Jack et autres Devilman. Nous avons aussi eu un aperçu sexy dans Cherry Miel, notons que la série datée de 1973 nous est parvenue en 1987, et le manga d'origine en 2015. Mais là encore, c'était loin de ce que pouvait donner le manga. Donc, parce que comme ce sont des mangas très violents et très machin, quand ils ont fait le dessin animé, ils ont édulcoré. Devilman, c'est un homme diable, t'as des têtes qui tombent partout et compagnie. Donc quand ils l'ont fait en 72, ils ont un petit peu calmé tout ça. Hein. Et après, quand ils ont fait plus récemment, là par contre, ils en sont donnés à cœur joie avec les étincelles de sang et tout, les têtes coupées et j'en passe et qui mieux. Okay. Hein. Il va s'en dire que j'aime pas du tout ces trucs-là. Cherry Miel Cutie-Oni en VO a connu moult adaptations après cette première version. Les années 90 nous proposent Shin Cutie-Oni, qui reste à ce jour la meilleure version pour moi. Puis il y eut Cutie-Oni Flash, une série plus dans l'esprit de Sailor Moon. Re-Cutie-Oni, par le studio Gainax, un film live parmi les meilleures transpositions manga et la série live que je trouve très mauvaise. Cutie-Oni est un androïde sexy qui se trouve nu entre chacune de ses transformations, qui lui donne des aptitudes spécifiques pour affronter les femmes monstres de l'organisation Pantera. Elle vaincra Sister Jill, mais pas Pantera. Elle-même, la conclusion nous laisse donc sur notre faim. Donc, elle vainc juste le sous-méchant, mais pas le grand méchant. Ah, ça s'arrête.
Le manga original de Goldorak a de quoi déconcerter le fan français du dessin animé. La filiation avec la série Mazinger Z y est plus nette. Dans l'animé, seules 2 images flashback dans le premier épisode et la présence du Belliorak, Boss Poroto, dans 2 épisodes l'attestaient. Les dialogues français ayant terminé d'ôter toute mention de ce dernier. Le manga nous montre aussi un Actarus beaucoup plus torturé et la destruction de Fort plus sanglante. Seul l'épisode Les Amoureux de Fort, avec le principe du cerveau d'un habitant de Fort greffé dans chaque Golgoth se rapprochant, des thématiques chères à Nagai. Mais néanmoins pas de lui. En fait, quand on se penche sur le sujet, on s'aperçoit au final que Go Nagai n'a quasiment rien fait sur Goldorak. L'histoire du prince extraterrestre, seul survivant de sa planète, se trouve dans le film La bataille des soucoupes volantes, qui est à l'origine de tout et sur lequel Nagai n'est pas présent. On a fait appel à lui quand il s'agit d'en faire une série à la suite des Mazinger, et est donc juste responsable du design, proche des Mazinger, et sûrement sur des personnages comme Minos. Mais il est clair qu'à part le court manga et encore, il n'a absolument rien fait sur le dessin animé, même pas Les Amoureux de Fort, qui n'est pas de son fait. Il a même côtoyé d'autres héros tels Détective Conan, mais aussi Lady Oscar. Il y a un épisode où il y a un crossover avec Lady Oscar. Alors que c'est pas possible parce que c'est pas chronologiquement possible, parce que c'est contemporain Lupin, alors que Lady Oscar c'est en 1789. Là. Et ben, il y a quand même Lady Oscar, donc voilà. Le grand Hayao Miyazaki a participé à ces péripéties, d'abord dans des épisodes de sa série, puis dans son deuxième film cinéma, Le Château de Cagliostro, dont je vous évoquais plus haut les nombreux doublages français. Lupin 3, c'est avant tout un manga très laid de Monkey Punch, puis un pilote en animation, une première série assez courte et l'une des premières avec un ton plus adulte, où le héros arbore une veste verte. Ensuite, la deuxième série, la plus connue, celle qui chez nous se nomme Edgar Détective Cambrioleur, sera partiellement doublée en France, 52 épisodes sur 153, où il porte sa veste rouge. Et une troisième, assez flashy, représentée par la veste rose. Récemment, sa dulcinée Fujiko a eu droit à une série à son nom, avec des dessins et une ambiance assez particulière. Enfin, le dernier animé en date fut diffusé en avant-première mondiale en Italie, où il se situe l'action, notre héros arborant cette fois une veste bleue. Lupin 3 portait son nom d'origine lors de la sortie de son premier film cinéma en France, ce qui attira les héritiers du romancier français Maurice Leblanc, créateur du personnage de Lupin, dont notre héros est censé être le petit-fils, ce qui entraîna l'utilisation de plusieurs noms comme Vidocq, Edgar ou Wolf. Alors depuis que j'ai écrit le bouquin, il y a eu encore une autre série où il y a toujours la veste bleue, mais qui se passe en France. Dans le doublage de ce premier film de Lupin 3, sorti en février 1978, les noms des protagonistes viennent de la version américaine. So Jigen, qui passe de Dum Dan, en anglais, nom d'un détective de comic strip des années 30, à Don Don. Ce doublage voit officier Marcel Guido sur Lupin 3, Bernard Jourdain sur Jigen, Michel Papinecci, la voix de Monk, Lex Luthor dans Lois et Clark sur Goemon, Lily Baron sur Fujiko, et enfin Richard Leblanc sur Zenigata. Le tableau ne serait pas complet sans évoquer Jigen, le tireur d'élite barbu au chapeau, et Goemon, le samouraï qui peut tout couper avec son sabre, même une étoile filante. Ce trio culte est absolument incontournable pour les Japonais. Quant à la fille Fujiko à l'opulente poitrine, elle mène Lupin par le bout du nez dans le seul but de fuir avec le magot à la fin de chaque aventure. Toujours avec l'inspecteur Zenigata à leur trousse, bien évidemment. Un projet du studio Dick, Lupin le 8e, devait nous présenter une version de nos héros dans le futur, mais encore une fois, les ayants droit d'Arsène Lupin firent capoter la série, dont il n'existe qu'une poignée d'épisodes, non finalisés. On peut trouver le premier épisode terminé, mais pas doublé. Une rumeur veut que le doublage français existe avec Francis Lax dans le cast. Mitsuru Adachi est l'un des mangaka les plus riches du Japon. Son trait particulier est immédiatement reconnaissable, mais après pas mal de séries diffusées sur la 5, comme Une vie nouvelle et Théo la batte de la victoire, sa notoriété dans nos contrées a fondu comme neige au soleil. Si ces mangas continuent à être traduits, les versions animées certes moins nombreuses, même au Japon, sont très peu connues. Après Tommy et Magali, les VHS et DVD de Slow Step ou H2 sont passés inaperçus. En manga, je vous recommande la lecture de Roth et Katsu, où l'auteur délaisse pour une fois son sport de prédilection, le baseball, pour s'intéresser à la natation et à la boxe. Ces sports ne formant qu'une toile de fond d'histoire d'amour adolescente où l'auteur excelle. Ultraman est un héros culte au Japon, à telle enseigne que l'on peut le voir dans Dr. Slump et que Muscleman, Kinnikuman, en est au départ clairement sa parodie. Sa crête sur la tête et le positionnement de ses mains quand il fait son attaque spéciale ne laissant aucun doute. Même le petit Léo dans Juliette Je t'aime prendra la pose dans un épisode. En France, c'est un illustre inconnu, et ce ne sont pas les VHS du dessin animé, ni la poignée d'épisodes de Ultraman 80 diffusés sur M6 et un seul épisode au Club Dorothée, ni même les 2 génériques de Minet qui pourront changer ce constat. Donc ils ont essayé de passer des séries un peu plus récentes d'Ultraman sur le câble, mais ça n'a pas l'air de marcher des masses non plus. Okay. Parce qu'Ultraman, c'est un peu comme Superman au Japon pour les Américains. Tout le monde le connaît. Ah. Okay. Et nous, on l'a pratiquement pas vu, donc voilà. Oui, c'est pas rien. Mais c'est normal, tu risques pas de le voir.
Notons que la première série d'Ultraman existe en français via un doublage québécois, jamais diffusé chez nous. Ultraman est connu en France pour son jeu vidéo sur Super Nintendo qui a la réputation d'être l'un des plus mauvais de la console. D'ailleurs, c'est à se demander pourquoi nous avons eu ce jeu alors que nous ne connaissions même pas le personnage. Actuellement, un manga récent, faisant suite au premier Ultraman, sort en France, espérant que ce sera le début d'un retour du héros avec cette fois un succès. Les séries Transformers se sont succédées durant des années. Ce que nous appelons désormais la génération 1 désigne les 2 premières saisons, reprenant la lutte des Autobots contre les Decepticons. Decepticons en français à cause de la prononciation du nom français petit con. Donc tu vois, les Decepticons ça allait pas, donc ils ont appelé ça les Decepticans la première fois. Maintenant on dit les Decepticons. Voilà, à l'américaine ça passe mieux. Enfin ça fait con mais bon c'est pareil. Ouais. Ensuite, consécration au cinéma avec le film La Guerre des robots, où bon nombre des Autobots sont détruits, dont Optimus Prime, et ce dès le début du film. Donc les Autobots, c'est les gentils. Hein. Okay. Les Decepticons, eux, sont plus chanceux, car les perdants sont juste recyclés en de nouveaux robots. Donc c'est ça qui est bien, parce que dans un Transformer, quand les gentils meurent, ils meurent, mais quand les méchants ils meurent, ils sont recyclés. Donc tu vois, il vaut mieux être un méchant chez les Transformers. Oui. On s'en sort beaucoup mieux. Hein. Ouais. Megatron devient Galvatron, mais anéantir enfin Starscream, son second, qui ne rêvait que de prendre sa place, sera désormais un fantôme. Et le robot planète Unicron jouera dans ce film le Galactus de cet univers. Alors, en fait, Unicron, c'est un robot planète qui bouffe carrément les autres planètes. Okay. Et chez les héros Marvel, t'as un autre personnage qui s'appelle Galactus qui fait ça aussi, il se nourrit des planètes. Okay. Donc quand il vient sur les planètes, il bouffe leur substance et ça devient des planètes mortes. Donc quand il y a de la vie sur la planète, et ben, la vie elle y passe aussi. Et après il n'y a plus rien. Ouais, c'est ça. Après c'est le néant. C'est ça. Donc quand il est venu essayer de s'attaquer à la Terre, forcément, t'as les super-héros qui l'en ont empêché. Ah oui, il n'y a pas de super-héros sur cette planète. Bah non, et en plus il prend un héros, un gars pour faire l'éclaireur pour aller lui chercher des planètes. Ah oui. Pour qu'on lui serve à table, tu vois. D'accord. Il ne va pas aller chercher, c'est trop long, c'est trop chiant. La 3e saison, faisant suite aux événements du film, avec ainsi un nouveau casting et de nouveaux enjeux, on y fait la connaissance des Quintessons, qui s'avèrent être les créateurs des Transformers, ce qui leur permettra de ressusciter pour la première, mais pas la dernière fois, Optimus Prime. Parce qu'il n'arrête pas de mourir, il n'arrête pas de revenir. Là, ça se complique, car aux US, la série s'achève avec une 4e saison de seulement 4 épisodes, au terme desquels plusieurs Transformers changent d'apparence. Une rediffusion des premiers épisodes avec des ajouts en images de synthèse est appelée la génération 2. Donc ils avaient aussi ressorti les jouets en les faisant d'une autre couleur. Donc du coup, par exemple, les Dinobots qui étaient gris, ils sont verts, violets, bleu, rouge. Donc, pour des dinosaures, ça fait un peu bizarre. Au Japon, la 4e saison est ignorée et remplacée par Transformers Headmaster, qui est dans la continuité. Plusieurs séries se succéderont ainsi au Japon jusqu'à ce que la série Transformers Car Robot soit diffusée aux US. Il existe aussi un OEV, Transformers V, mais je ne sais pas où elle se situe dans la chronologie. Une préquelle, Transformers Beast Wars, Annie Mutant en France, en image de synthèse présente les ancêtres des héros contraints de se transformer en mode animal pour pallier à la trop grande charge d'énergon dans l'atmosphère terrestre préhistorique. C'est quoi les énergons ? L'énergon, c'est leur essence à eux, parce qu'il faut bien qu'ils marchent à quelque chose, les Transformers. Voilà. Donc ils marchent à l'énergon. Donc il faut qu'ils se nourrissent d'énergon. Et quand ils atterrissent donc à la préhistoire, comme je t'avais déjà raconté avant, sur la planète, il y a une trop forte concentration d'énergon et s'ils restent en mode robot, ça va les tuer parce qu'il y en a trop quoi. C'est comme si tu les gavais, voilà, overdose. Donc du coup ils sont obligés de se mettre en mode animal parce qu'en mode animal ils sont plus atteints par l'énergon. Ah. Donc c'est pour ça qu'ils sont obligés de se transformer et de pas rester trop longtemps en robot. Et ils sont plus faibles en mode animal. Et c'est ça le truc. Ah. C'est qu'en mode animal par exemple, bah ils peuvent pas utiliser leur laser pour tirer et compagnie, tu comprends bien. Ils sont bouffés. Non, ils sont pas bouffés, mais c'est plus dur d'attaquer les méchants, donc, du coup. Bah, qui aussi ont les mêmes problèmes, hein, aussi, ils peuvent pas rester en robot. Hein, donc, du coup, ils essaient de voilà, c'est ça. Ils sont tous dans la merde. Okay, ouais. Cette thèse, dans cette héros contraint son mode animal, la trop grande charge d'énergon dans l'atmosphère terrestre préhistorique. Cette série mésestimée est l'une des meilleures sur le plan de la profondeur des personnages, qui n'ont jamais été aussi charismatiques. Dinobot est un ancien Predator, qui passe dans le camp des gentils. Maximals. Optimus, Rattrap, Velocitor et Rhinox ont chacun une personnalité fouillée et idem du côté des méchants. Certains épisodes assurent la continuité avec la génération 1. On y voit le fantôme de Starscream prendre possession du corps de Biznator, l'apparition de Ravage, et surtout dans un épisode il découvre l'Arche, le vaisseau Autobot, alors écrasé sur une montagne. On découvre alors que nos héros sont beaucoup plus petits que leurs prédécesseurs. Certains personnages évoluent en transmétal suite à une explosion, et Optimus Primal devient plus puissant en récupérant la matrice du commandement des Autobots. Alors à un moment il y a une explosion et ceux qui se prennent les irradiations de l'explosion en pleine poire, ils viennent des transmétals, donc ils ont une nouvelle forme d'énergie, donc ils sont un animal mais un animal mixé avec des capacités de véhicule. Par exemple Rattrap c'est un rat
Et quand il devient Transmétal, ça devient un rat dragster avec des roues. Ah, il vient une voiture un peu. Ouais, donc ça, du coup, il peut rouler. Ouais, des roues, cool. Et Vélocitor, lui, c'est une panthère. Et du coup, il a des réacteurs pour pouvoir voler, tu vois. Et Optimus Prime, lui, c'est un gorille. Et tout d'un coup, quand il se transforme en Transmétal, c'est un gorille, mais sur une planche de surf. Donc, du coup, il peut surfer. Ouais, donc plus vite. Ouais, donc ils ont plus des pouvoirs vachement mieux. Ok. Mais ils sont pas tous mangés les trucs dans la gueule. Donc, il y en a certains qui sont pas devenus Transmétal, qui sont restés comme avant. Ok. Et après, tu as la matrice de commandement. Alors, en fait, les Autobots, à chaque fois, le chef des Autobots, il a ce qu'on appelle la matrice. Donc, c'est un truc qui le rend plus fort et tout. Et donc, comme Optimus, il pique la matrice sur Optimus Prime d'époque, parce que donc, je récapépète. Les premiers Transformers, ils ont atterri sur Terre à la période de la préhistoire, et dans un volcan, tu sais, je t'avais dit, et ils sont dans le coma. Et comme ceux d'Animutant Beast Wars, ils ont remonté le temps, ils se retrouvent eux aussi dans la préhistoire. Donc, non, parce que donc si tu veux, les Maximals et les Predators, ils trouvent l'arche, donc le nom du vaisseau, ils trouvent les autres dans le coma, mais ils les réveillent pas, ils sont dans le coma, donc ils ne peuvent pas les réveiller. Ce qu'ils font, c'est qu'à un moment, il prend la matrice de commandement d'Optimus Prime, et c'est en l'apprenant qu'il devient encore plus balèze. Et là, ça devient un gros gorille avec des lasers partout et tout, et il devient vachement gros. Et c'est là Optimus Prime, il meurt. Non, après, il lui redonne la matrice. Ah. C'est juste le fait d'avoir eu la matrice qui l'a transformé. Et après, il peut le enlever, il ne se transforme pas. Voilà, après, il remet Optimus, et puis après, il attend que l'histoire se passe, que plus tard, il se réveille à cause du volcan. Okay. Parce qu'il faut pas changer le passé. Oui, voilà. Sur Cybertron, quelques années avant l'arrivée des Maximals, et prend le contrôle de la planète. Cette série, toujours en image de synthèse, ne sortira en France en DVD uniquement que bien des années après, grâce au succès des films de Michael Bay, donc les films qu'il y avait au cinéma. Au Japon, encore une fois, une suite à Beast Wars est créée uniquement pour eux et en animation traditionnelle, parce que c'est en image de synthèse, hein, Animutant. Donc ils arrivent à vaincre Megatron, ils veulent le ramener chez eux, donc du coup ils l'accrochent à la carlingue de leur vaisseau, et ils se détachent, et par un paradoxe temporel, ils tombent sur Cybertron avant eux. Donc quand eux ils atterrissent, Megatron a contrôlé Cybertron et en est le chef. Donc c'est la grosse merde. Donc du coup c'est des fugitifs, ils sont les seuls à pouvoir truc, et puis c'est pas bien. Parce que tous ceux qu'on a appris à apprécier dans Animutant, ils se font ou tuer, ou lobotomiser, ou des trucs comme ça. Les méchants qui restent. Voilà, donc du coup c'est pour ça que j'aime pas du tout Beast Machine. C'est une suite qui pourrit tout le reste, hein. Donc je déconseille. C'est avec Transformers Armada puis Energon que la France se remet aux Transformers. Malheureusement, alors que de nombreuses idées sont intéressantes, comme les mini-cannes, des petits robots qui boostent les pouvoirs des Transformers, la présence de jeunes terriens inutiles et omniprésents rend le visionnage de ces séries très pénible. Ce sera finalement avec la série Transformers Animated que le plaisir du visionnage reviendra. Bien que le graphisme soit rebutant au premier abord, la série est plaisante. Elle introduit le personnage de Bulkhead, qui sera désormais un protagoniste récurrent, et le lien avec la génération 1 est pleinement assumé. Megatron, réduit à l'état de tête décapitée, renvoie certaines péripéties du comic book, et il est même fait un clin d'œil à Beast Wars. Parce qu'à un moment c'est marrant, parce que t'as le robot qui échoue sur une plage, et puis il se réveille, et là il voit une araignée, un rat, un rhinocéros, un singe qui le regarde. Et en fait c'est ce en quoi il se transformait dans Animutant. Donc c'est pas vrai. C'est trop bien. Donc tu apprécies le clin d'œil quand tu sais, mais sinon tu sais pas, tu vois juste des animaux qui le regardent. Mais, bon. Mais c'est mieux quand tu sais, quoi. Moi comme je le savais, je dis c'est trop bon, quoi. Bref. La veuve noire, apparue justement dans Beast Wars, trouvera aussi ici sa pérennisation et sera désormais aussi une figure incontournable de la mythologie cybertronienne. Parce qu'elle aussi, hein, c'est une méchante qui va devenir gentille. Okay. Une 4e saison de Transformers Animated était initialement planifiée mais fut annulée. Selon le livre Transformers Animated Allspark Almanac, il y a 2 pages en anglais qui expliquent ce qui était prévu si cette saison avait vu le jour. Son thème principal aurait été la découverte d'Energon éparpillés par le Allspark à travers Détroit. Optimus Prime, Bumblebee, Jazz et Ratchet seraient retournés sur Terre avec un nouveau membre dans l'équipe Ironhide, dont le mode véhicule aurait été une camionnette comme Ironhide dans les films de Transformers de Paramount. Tandis que Bulkhead et Sari seraient restés sur Cybertron. Voilà, je vous épargne tout le résumé. Hein. Alors, la saison 4 de Transformers Animated a été annulée malgré sa popularité à cause de divers facteurs. La pensée générale est d'abord que l'annulation est intervenue quand Hasbro a quitté Cartoon Network pour partir s'associer avec Discovery Channel et créer ainsi leur propre canal TV HUB pour diffuser leurs dessins animés. L'autre raison
c'est que Transformers Animated devait céder sa place sans doute car Hasbro voulait consacrer entièrement ses efforts uniquement sur les jouets du deuxième film Transformers de la Revanche, qui était en production et qui rapportait énormément en chiffre de vente de jouets, comparé à Transformers Animated. Transformers Animated était très populaire chez les transfans, c'est comme ça qu'on appelle les fans des Transformers, et les transfans ont montré leur mécontentement via internet. Ils voulaient une saison 4, mais Hasbro eut le dernier mot, et la saison 4 ne fut pas produite. Du côté des comics BD, ce n'est exploité que par les conventions hélas, alors que IDW, qui publie déjà les comics BD de Transformers, n'a malheureusement jamais eu l'idée de sortir une saison 4 de Transformers Animated, alors que les fans auraient bien aimé. Dommage. La dernière série en images de synthèse, Transformers Prime, est une apothéose de tout ce qui se fait de mieux dans le genre. La troisième saison, sous-titrée Beast Hunter, se concluant avec le film Predacons Rising. Au Japon, la troisième saison est inédite et remplacée par Bizo Heavy, triple combination Transformers Go. En parallèle, il existe une série spécialement dédiée au très jeune public. Je n'ai pas encore vu la série, Robo in the Guise. Bon, je l'avais pas encore vu, maintenant je l'ai vu. En fait, c'est pas trop mal. Bon, c'est plus enfantin, mais ça passe bien, c'est assez sympa. Il y a 4 DVD, donc vous pouvez la regarder. Et il y a encore une autre série qui est passée aussi. Et là, il va y avoir une autre série encore sur Netflix qui va sortir, qui sera fait en synthèse. Alors ça a l'air pas mal, et la bande-annonce, faut voir. Les films live sont quant à eux si éloignés de la série que j'ai du mal à les apprécier, particulièrement le 2, qui est proprement insupportable. Le 4e n'a pas de mal à être le meilleur pour l'instant. Alors, c'était le meilleur à ce moment-là. Depuis, j'en ai eu 2 autres. Et maintenant, je préfère Bumblebee. Parce qu'il est beaucoup plus proche de ce qu'était Transformers. Donc, je vous conseille Bumblebee. Pour tout savoir sur les Transformers, je conseille l'encyclopédie sortie chez Semic. Réalisée par les mêmes équipes, les G.I. Joe se présentent d'abord en 2 mini-séries de 5 épisodes assez sympathiques, avant d'enchaîner avec la série proprement dite. Beaucoup moins remarquable, à part les épisodes de la création de Serpentor. Alors en fait, c'est les méchants qui, pour se créer un nouveau chef, parce que leur chef Cobra c'est un nul, ils prennent l'ADN de plusieurs tyrans des époques passées, de Hitler, de Gengis Khan, des trucs comme ça, pour créer leur propre nouveau chef. Et donc ça donne Serpentor. D'accord. Et les méchants? Bah oui, les méchants, puisqu'il a l'ADN de tout que de méchants. Alors. Un film d'animation présente les mêmes enjeux que celui des Transformers, à savoir tuer le héros, Duke, et mettre en avant de nouveaux héros. En France, il n'est sorti qu'en VHS avec un doublage québécois qui essaie de cacher le décès de Duke. Après, on dit, ouais, il va revenir, ça compte dessus. Alors après, effectivement, il y a eu une autre série de la DIC où ils font revenir Duke, comme s'il n'était pas mort, en fait. Comme ça, comme ça, rien n'était. Voilà, il devait pas être au courant, en fait, qu'il était mort. Parce qu'au moins, Optimus, quand ils le font revenir, ils le font ressusciter. On le voit mort, et puis ils appellent les quintessons pour le réparer. Voilà. Là, il revient son contexte. Voilà, un peu de respect. Il faut savoir que la mort d'Optimus Prime a reçu un accueil si mauvais que même le doublage américain tenta d'effacer celle de Duke effectivement dans le scénario. Parce qu'au début, tu vois, ils avaient prévu de retuer Duke, et comme les gens n'avaient pas aimé la mort d'Optimus, ils disent oh là attends, c'est peut-être pas une si bonne idée, on va se calmer. Donc le studio DIC, US31, Speeder Gadget, réalisera une série G.I. Joe qui réussit à être encore plus médiocre que celle qui l'a précédée. Pourtant, c'était déjà pas ouf. Les G.I. Joe reviendront aussi dans diverses productions, telles G.I. Joe Sigma 6, réalisée à la sauce manga, mais malheureusement inédite chez nous. Nous aurons droit à une OEV en images de synthèse vendue avec les jouets. Par ailleurs, je n'attendais pas grand chose des films live, mais ils m'ont agréablement surpris. G.I. Joe Renegade semble par contre très décevant. Les personnages sont très moches et rajeunis pour un résultat peu convaincant. Plusieurs caméos sont à déceler dans les animés japonais, les dessinateurs profitant souvent d'une scène de foule pour glisser d'autres personnages dans celle-ci. Ainsi, on peut voir Gigi ou Ken le survivant dans le tournoi galactique des Chevaliers du Zodiaque, ou le centre de Goldorak dans Crémy. Jeanne et Serge affrontent un acteur déguisé en Shredder, et on peut voir Izor One en faisant un arrêt sur image lors d'un coup de kendo de Julian Storm dans un épisode de Ranma 1/2, ou encore Lamu dans Juliette Je t'aime, et Shun dans Ken 2, de quoi bien s'amuser à décortiquer la moindre image. Donc en fait, t'as des animateurs qui s'amusent quand il y a une selle de foule à dessiner le protagoniste d'un autre manga dedans. Donc il est caché comme ça, et puis tu peux le repérer. Les 3 mousquetaires d'Alexandre Dumas connurent moult adaptations et les Japonais ont bien sûr eu les leurs. La version canine que nous connûmes sur TF1 est une coproduction avec les Espagnols qui, comme le Tour du Monde en 80 jours, entreprirent de réaliser des suites seuls, sans l'apport des Japonais, pour un résultat catastrophique. Ces suites sont des naufrages autant artistiques que scénaristiques. D'aventure d'autres œuvres de Jules Verne, Voyage au centre de la Terre et 20 milieux sous les mers. Mais ce dont je veux parler ici, c'est de Soul Sing des Mousquetaires, animé Sanjushi. Ici, D'Artagnan se rend à Paris pour prouver ses dires quant à la taille d'un éléphant. L'intrigue du masque de fer fait suite à celle des ferrets de la reine, et surtout, Aramis est une femme. Cette série, vue uniquement sur la 5, se trouve en DVD à bas prix et mérite votre attention. Un épisode pilote figure en bonus, mais malheureusement, le film qui conclut l'histoire demeure inédit. Nadia, les secrets de l'eau bleue, Fushigi no Umi no Nadia, est une série culte pour beaucoup de gens, dont je ne suis pas.
Ce fut la première série télé du studio Gainax qui fera plus tard Evangelion. Également culte et totalement indigeste à mes yeux. Bref, Nadia aura droit à un film de long métrage qui doit sûrement être la pire suite qui puisse exister. Le scénario est désavoué par tous les fans de la série et surtout la réalisation et les dessins sont en dessous de la qualité de la série alors que c'est un film. Rappelons qu'un film ça a beaucoup plus de budget, donc normalement c'est censé être plus beau et plus mieux bien, hein, pas moins bien. Un film animé ou un film avec animé, des acteurs animé. Un long métrage animé. Kazé a essayé d'exploiter cette chose à grands coups de VHS collector vendu avec le roman 20 milieux sous les mers ou l'art de l'esbrouf, en vous refourguant de la poudre aux yeux pour rendre collector quelque chose qui ne l'est d'ailleurs pas. Et comment ils font pour en être collector? Ben, tu rajoutes des cochonneries avec. Je dis, ils ont rajouté le roman de Jules Verne, des fois ils te mettent des autocollants, des pages, enfin peut-être plein de petites cochonneries pour que ça passe mieux. Alors que ça coûte pas cher à faire et que c'est nul. On s'en fout, c'est pas ça qu'on veut comme bonus. Nous on veut des bonus, des making-of, des commentaires, des séquences inédites, des trucs. Ok. En fait, c'est bon. On va essayer de défiler pas. Vous connaissez beaucoup d'acteurs qui ont eu autant de clones et morts en pleine gloire. Bruce Lee a donné naissance à d'innombrables imitateurs. Les Bruce Lee, L.I., L.E. Et autres ont poussé comme du chien dans des productions tout oubliables. Seul le vrai restera Bruce Lee. D'abord petit rôle dans les séries américaines du Frelon Vert, Green Hornet, L'Homme de Fer ou encore le film La valse des truands, Marlowe. Bruce trouvera finalement la gloire dans son propre pays avec à peine 5 films. Le dernier, Le Jeu de la mort, ne sortira que bien plus tard avec des scènes tournées avec un sosie et un scénario sans rapport avec l'original. Cette histoire où Bruce doit monter les étages d'une pagode et vaincre à chaque étage un adversaire sera bien sûr une source d'inspiration pour l'ascension des 12 maisons des Chevaliers du Zodiac dans Saint Seiya et le premier film de Ranma et demi, d'Olive et Tom, où il sera le gardien de but dans sa célèbre tenue jaune du Jeu de la mort, que l'on retrouvera aussi dans Kill Bill. 66, un ignoble Jeu de la mort 2 sera aussi proposé pour essayer d'exploiter le filon, mais il ne vaut que pour les passages de Bruce Lee enfant, récupérés des films qui tournaient dans sa jeunesse. Bruce fut doublé en français par Philippe Auguste pour ses 2 premiers films, choix de André Genovès, puis Bernard Murat, choix de René Château, puis tout a été redoublé pour les versions intégrales. Parce que la première fois qu'on a vu les films de Bruce Lee, ils enlevaient sans cesse un quart d'heure de film. Pourquoi? Alors ça c'est un grand mystère, on ne sait pas. Peut-être parce que c'était violent, mais bon, j'ai vu les scènes C'est censuré? qui étaient coupées, elles ont rien de plus que les autres à mon sens. Peut-être que c'était inutile. T'as un restaurateur qui fait appel à Bruce parce que y a des espèces de mafieux qui lui demandent de l'argent pour continuer à faire son restaurant, quoi. Ils veulent le récupérer, enfin des trucs comme ça. Oui. Et donc du coup, les mafieux envoient des sbires que Bruce Lee réclame à chaque fois. Et en fait, dans la scène coupée, tu vois qu'en fait, il était de mèche avec eux et que c'est lui-même qui tue ses employés pour rendre le restaurant. Donc en fait, dans la version intégrale, tu vois que c'est une ordure en fait le gars. Alors que dans la version coupée, tu savais pas, puisque tu voyais pas la scène où il trahit tout le monde. Donc ça change quand même pas mal de trucs. Oui. Son fils Brandon Lee eut le même destin tragique que son père quand il fut tué sur le tournage du film The Crow, d'après un comics underground qui généra plusieurs films totalement dispensables. Parce que le fils de Bruce Lee, il est mort pendant un tournage parce qu'il s'est pris une balle qui n'était pas à blanc, qui aurait dû être à blanc, mais que c'était une vraie balle. Non. Ouais, dans The Crow. C'était son fils? Ouais. Il a des dommages intérêts? Ah, il est mort, qu'est-ce que ça passe Mais son père? Non, mais son père était mort avant. Ah bon? Parce que Bruce Lee, lui, il est mort pendant le tournage d'un film parce que il a pris un médicament auquel il était allergique apparemment. Ah bon, bah donc c'est maudit. C'est ça. Frank Freeman et un pathétique double dragon d'après le jeu de baston. Finalement, c'est en s'éloignant de la copie que Bruce que Jackie Chan pourra éclore et devenir la star qu'on connaît. Avec surtout le maître chinois, le chinois des chaînes, avec un personnage qui inspira Tao Pai Pai dans Dragon Ball, le marin des mers de Chine, Big Brother et Opération Condor. Donc quand ils ont perdu Bruce Lee, les producteurs ils ont essayé de trouver quelqu'un d'autre pour le remplacer. Donc ils ont pris Jackie Chan, au début il faisait un petit peu comme Bruce Lee, mais comme il pouvait pas être un énième clone de Bruce parce qu'il y en avait plein, il a fait son propre truc à lui, il dit je peux pas être comme Bruce Lee, donc je vais faire ma propre truc à moi. Et son principe à lui c'est de faire du kung fu en déconnant, en rigolant. Quand il donne un coup à quelqu'un il se fait mal. Moi je suis pas invincible, je suis pas Bruce Lee. Et c'est comme ça qu'il a bien marché. Petite curiosité, le film La Rage du Vainqueur en France, mais il a été remonté avec des ajouts 6 ans plus tard. Notons d'ailleurs avec lui, comme avec le duo italien de Terence Hill, Mario Girotti et Bud Spencer, Carlo Perdasoli, une propension à rebaptiser en France leurs films, soit en retirant un lien existant, Armor of God 1 et 2 devenant Mister Dynamite et Opération Condor, ou au contraire baptisant Trinita des films qui n'en sont pas. Bud Spencer a choisi son nom d'artiste en hommage à Spencer Tracy et la bière Budweiser. Des cowboys, c'est western spaghetti un peu délirant.
Terence Hill qui joue dedans avait fait d'autres westerns avant. Et donc, comme Trinitas a eu du succès, du coup, on a ressorti les films qu'il avait fait avant, on les appelle des Trinitas. Donc, toi, tu crois que c'est un Trinita et que tu l'achètes. Et en fait, c'était quoi? C'est le truc qu'il a fait avant, donc c'était un autre cowboy, donc du coup, c'était pas comique, quoi. Donc, c'était pas un Trinita. Ok. Donc, on essaie de te refourguer ça, alors que. Enfin. James Bond est un personnage culte dont les changements d'acteurs n'ont en rien altéré le succès. Le nom du personnage vient de l'écrivain d'un livre sur les oiseaux que Ian Fleming, l'auteur de 007, avait sur sa table. Et en plus, j'ai appris récemment que c'était carrément son pote, en fait, qui écrivait les bouquins dans James Bond. Ok. Ian Fleming ayant lui-même un passé d'agent secret, James Bond fait sa première apparition à la télévision avec le téléfilm Casino Royale, avant d'être porté sur grand écran avec Dr. No, et devenir un phénomène avec le troisième film, Goldfinger. Suite à des problèmes de droit, le scénario de Thunderball, Opération Tonnerre, est partagé entre Ian Fleming et Kevin McGlory, qui pourra ainsi réaliser 10 ans plus tard le remake de l'histoire avec Jamais plus jamais, qui permettra une dernière fois à Sean Connery d'endosser le smoking de 007. Ce sont également des histoires de droit qui permettront au premier film cinéma de Casino Royale de voir le jour en parallèle de la série de Salzman et Broccoli, mais dans un genre parodique. Le succès de Bond engendrera une vague d'espionnite aiguë à la télévision, avec des séries comme Les Espions, Les Agents très spéciaux, et même Les Mystères de l'Ouest en mélangeant le western et l'espionnage. Au cinéma fleurissent également les espions de tous bords, comme OSS 117 ou Matt Helm, et on proposa même aux frères de Sean Connery de jouer dans Opération Frère Cadet, avec bon nombre d'acteurs du monde de Bond. Donc c'est le frère de l'acteur, mais il n'est pas acteur, lui. Donc tu vois, on m'a proposé de faire le film juste parce que t'es... C'est ressemble. Parce que, voilà. C'est son frère. Ils ont fait. Ah. Et il y arrivait bien. Bond, après Sean Connery, c'est George Lazenby qui reprend le rôle pour une unique prestation dans Au service secret de Sa Majesté, où Bond devient mari et veuf à la fin du film. Sean revient pour Les Diamants sont éternels avant de laisser durablement le smoking à Roger Moore après ses prestations remarquées dans les séries Ivanhoe, Le Saint et Amicalement Vôtre. En fait, on voulait bien le reprendre pour un autre film, seulement s'il s'engageait pour en faire encore 4 derrière. Et du coup, il voulait pas en faire encore 4 derrière. Donc c'est pour ça que finalement, on a pris Pierce Brosnan avec GoldenEye. Tourné par Pierce Brosnan, qui avait été envisagé de longue date pour le rôle, mais qui fut coincé par son contrat sur la série Remington Steele. Cette dernière devait se terminer, et c'est l'annonce de son futur rôle de Bond qui poussa les producteurs à rallonger le contrat, bloquant ainsi Pierce qui dut encore patienter pour le rôle. Donc tu vois, il était déjà en contrat avec une série télé qui allait s'arrêter. Donc après tout le monde a dit voilà, il va être le prochain James Bond. Et donc du coup ceux qui ont fait la série, ah ben attends, puisque maintenant il y a un regain d'intérêt pour la série, on va la continuer. Seulement ils l'ont continué que 5 épisodes. Ah oui. Donc ils l'ont bloqué pour pas grand chose. Donc il avait bien mauvaise. Le choix de Daniel Craig comme Bond avait de quoi dérouter les fans, mais le reboot de la franchise, avec enfin un casino royal digne de ce nom, fit taire les mauvaises langues. Malheureusement, l'essai fut non transformé et les 2 films suivants s'avèrent de grosses déceptions. J'ai trouvé Spectre très bon. De toute façon, le naufrage scénaristique n'empêche pas le public d'aller voir en masse ces films qui n'ont jamais fait autant d'entrées. Petite anecdote concernant un shooting photo culte de Sean Connery en Bond. L'accessoiriste avait oublié de fournir le célèbre Walter PPK de l'agent secret, donc c'est son fringue. Aussi, le photographe utilisa un jouet pour les photos. Ce dernier avait un canon trop long et donc annota les photos pour qu'on procède à une correction par ordinateur qui ne fut pas opérée. Donc on voit toujours qu'il a un jouet. Bien fait gaffe. Ce qui explique aujourd'hui ces photos très utilisées présentent une arme inadéquate. Toujours concernant l'arme de Bond, ce dernier utilisait un Beretta dans ses aventures littéraires jusqu'à ce qu'un ami de Ian Fleming lui fit remarquer que ce dernier était un très mauvais choix et lui conseilla le fameux Walter PPK. À partir de Dr. No, dans le film, un passage introduit d'ailleurs la nouvelle arme par le responsable armurier, pas encore dénommé par le pseudonyme de Q. Certaines séries sont cultes, bien qu'ils aient eu une vie courte. Après la diffusion du pilote, les séries ont plusieurs paliers à franchir. D'abord 8 épisodes, puis 13, une saison complète de 22, 24, voire 26 épisodes. Et concernant les dessins animés américains, c'est 13 épisodes pour une première saison, puis 65. Donc c'est des effets spéciaux nécessaires pour la transformation du héros en animal. Tonnerre Mécanique avait des problèmes d'utilisation de sponsors de moto qui l'empêcha de franchir la barre des 13 épisodes. 2 séries sur l'homme invisible se succédèrent 2 années de suite, mais aucune des 2 ne put être pérennisée. True Calling, magnifique série avec Elisa Dushku, qui joue Face dans Buffy, qui vient en aide aux morts en remontant le temps à la veille du décès de la victime pour changer les choses, franchit à peine le cap de la première saison, car la seconde fut de courte durée. Les intrigues suivantes étaient pourtant déjà dans la tête du créateur. Et Colin, parce qu'en fait c'est une étudiante qui bosse dans une morgue pour arrondir ses fins de mois, pour un petit peu de sous. Et en fait quand elle va dans la morgue, la première fois, il y a un mort qui lui fait « Aide-moi !» Et du coup elle se réveille le matin dans son lit et en fait elle est le matin du jour même. Et donc du coup les morts la renvoient une journée avant pour qu'il l'empêche de mourir. Dans le passé.
Voilà. Donc elle a la journée pour essayer de découvrir comment est mort la personne, machin truc, et pour essayer que ça n'arrive pas. S'il n'y arrive pas, elle va le meurtre. Oui. Et donc en général, elle y arrive. Enfin, du moins au début. Parce qu'après, il y a un gars qui vient pour l'empêcher de sauver les gens. Ah, Donc du coup, là, ça devient un peu plus corsé. oui. Et c'est excellent, j'adore. Firefly a eu la chance unique d'avoir droit à un film cinéma, Serenity, malgré son annulation. Donc ça, c'est des bonnes séries, mais il n'y a qu'une saison et ça finit en cliffhanger. Ça finit en suspense, je sais pas. Indiana Jones est un hommage au serial. Mais le personnage lui-même est inspiré d'un réel aventurier, Roy Chapman Andrews, et de Otto Rahn, qui consacra sa vie à la recherche du Graal. C'est d'abord le comédien Tom Selleck, Magnum, qui était envisagé pour le rôle, mais finalement il deviendra le héros de Magnum. Héros qui mourra à la fin de la 7e saison, mais ressuscita à la demande des fans pour revenir dans une ultime saison. Donc il est à la fin de la saison 7, mais comme les gens ils ont gueulé, il va dire ah, c'est bon, on va faire une saison 8 et puis il sera là. Ah. On peut voir dans les films d'Indy des clins d'œil à Star Wars, tels des hiéroglyphes représentant R2D2 et C3PO, ou encore un nightclub appelé Obi-Wan. C'est tout naturellement que Kenner, après le succès des figurines Star Wars, se lancera dans la gamme des aventuriers de l'Arche perdue. Mais le succès ne sera pas là, et après de timides figurines du Temple maudit, chez un autre licencié, il faudra attendre le 4e film pour revoir des figurines couvrant cette fois l'intégralité de la franchise. En France, celles issues du Temple maudit seront absentes des linéaires. Un projet de dessin animé sur Indy sera développé par Patrick Schoenmaker, mais seul le générique est visible sur YouTube. Il était déjà écrit dès le départ, ce qui en fait une série où le moindre détail trouvera son explication dans la suite, même plusieurs saisons après. Quelques contraintes de production, changement de l'acteur principal ou doutes sur la production de la dernière saison entraîneront quelques ajustements scénaristiques, mais Joe Michael Straczynski arrivera à bien retomber sur ses pieds. La station spatiale Babylon 5 est un lieu de paix et de diplomatie pour 250 000 d'humains et d'extraterrestres. Suite à la guerre opposant les Terriens et les Minbari, la station est érigée afin que plus jamais la guerre n'oppose toutes les races de la galaxie. Mais les querelles entre Narn et Centauri, les mystérieux Vorlons, la menace des ombres ou les guerres psy sont un mélange passionnant à découvrir absolument. 6 téléfilms seront réalisés en parallèle de la série pour accentuer des intrigues particulières. Malheureusement, la série spin-off L'Ultime Croisade sera vite annulée et l'autre dérivé, La Légende des Rangers, restera au stade de pilote. Donc Babylon 5, c'est juste ma série américaine préférée de tous les temps. Ah oui. Parce qu'elle était écrite avant même le départ, donc ils savaient où ils allaient, donc du coup il n'y a pas de conneries. Tu vois, parce que la plupart des séries ils sont faites de façon empirique, c'est-à-dire qu'ils font la première saison, puis après ils savent pas où ils vont. Donc ils inventent et des fois ils inventent des trucs qui tu vas savoir quand ils les arrêter et tout. C'est n'importe quoi, que c'est nul. Voilà. Donc ça c'est très bien. Babylon 5, si vous n'avez pas vu, il faut. Straczynski a fait ses débuts de scénariste sur plusieurs épisodes des dessins animés comme Les Maîtres de l'Univers, She-Ra ou SOS Fantôme, mais également sur la série live interactive Captain Power et les Soldats du Futur. Repéré grâce à Babylon 5, Straczynski sera embauché pour écrire de nombreux comics, dont un run sur Spider-Man où il suggère que ses pouvoirs sont totémiques et que l'araignée qui lui a donné ses pouvoirs ne l'a pas piqué par hasard. Puis le run de Dan Slott où le Docteur Octopus prend possession du corps de Peter Parker pour devenir le Spider-Man supérieur. Ça c'est excellent. D'ailleurs, la mode du passage de flambeau est récente et récurrente ces dernières années dans les comics. Steve Rogers, alias Captain America, avait perdu son partenaire Bucky durant la Seconde Guerre mondiale avant d'être congelé. Or, il s'avère que ce dernier n'était pas mort, mais utilisé et conditionné pour devenir un tueur à la solde des méchants sous le nom du Soldat de l'Hiver. Revenu parmi les bons, Bucky devient Captain America pendant la mort de ce dernier durant le crossover Civil War. Actuellement, c'est Sam Wilson, le Faucon, qui est Captain America. Steve Rogers, ressuscité entre-temps, est actuellement trop vieux pour le rôle. Bon, depuis, ça a encore changé, parce que l'histoire est censée sans mouvement. Intéressant de ces dernières années. Speedball, un jeune super-héros, participe à une télé-réalité qui tourne mal, en voulant capturer le vilain Nitro, mais ce dernier explose, causant de nombreuses morts. Il est alors décidé que désormais tous les super-héros seront fichés et obligés de révéler leur identité secrète. Deux modes de pensée s'opposent alors. Iron Man est pour le recensement et Captain America contre. Certains super-héros en seront donc quittes pour traquer leurs amis désireux de garder leur identité secrète. Cette trame sert aussi de toile de fond à l'intrigue du 3e film de Captain America. Le passage de flambeau a lieu lui aussi dans les pages de Thor. N'importe qui étant digne de soulever Mjolnir, le marteau de Thor, pouvant ainsi acquérir ses pouvoirs. C'est d'autant plus simple. Par là même, plusieurs personnages ont pu obtenir ses pouvoirs, mais sans vraiment être le vrai Thor. En revanche, c'est bien Thor lui-même qui fut un temps une grenouille. Quant à Loki, il a un moment été une femme, et aussi redevenu un adolescent, ce qui donna lieu à sa propre série d'aventures dans Journey into Mystery. Fait partie de la série Œuvres classiques à travers le monde, un rendez-vous réalisé par le studio Nippon Animation de 1980 à 1997. Nous en avons eu bon nombre en France. Flo et les Robinson Suisses, Les 4 filles du Docteur March, Les 3 Mousquetaires, Booba, Cathy la petite fermière, Pollyanna, Le Tour du monde en 80 jours, Roddy le Petit Cid, Karine l'aventure du Nouveau Monde ou encore Maya l'abeille.
La dernière série des studios, inédite en France, fut une version de Rémi sans famille, où Rémi est une fille. Malheureusement, les aventures de Huckleberry Finn sont réalisées par un autre studio pour un résultat bien moins brillant que Tom Sawyer, sans la patte de Seki Tsuchi au design. Les Magical Girls, sont un genre ancien. D'ailleurs, le premier animé de Sally la petite sorcière est passé du noir et blanc à la couleur pendant sa production. En France, nous avons eu le remake, comme pour Caroline avec son poudrier magique. Au début, le genre propose des aventures de magiciennes, comme Meg, la Labelle ou Magic Tickle, ou encore Gigi. Ces dernières inaugurant le principe de transformation en adulte, qui sera exploité par les séries du studio Pierrot, avec Crémy, Émile Magique et Vanessa. L'héroïne se transforme en cochon. Ah bon? Elle se transforme en petit cochon. D'accord. C'est un peu space. Les Japonais, ils ont des idées bizarres, déjà. Ainsi qu'un véritable Gundam grandeur nature qui trône dans un parc japonais. Pourtant, comme souvent, la première série ne connut pas un très grand succès à sa diffusion en 1979. Ce n'est qu'avec la sortie des films compilation que le succès arrivera pour ne plus jamais se tarir. En France, on ne put découvrir Gundam que des années plus tard avec la série Gundam Wing, qui est un peu à part dans l'œuvre. Elle sera diffusée sur M6 à une époque où les animés nippons se faisaient rares sur le hardien. La série sera diffusée avec son générique original japonais, alors que Cardcaptor, à la même époque, s'est vu adjoindre une chanson n'ayant rien à voir de Froggy Mix. Ça faisait anymore. Ça fait un truc un peu, et ça n'a rien à voir avec le truc. Malgré une bonne audience, la fin de la série ne sera diffusée que sur Fun TV. Pour les non-fans de Gundam, je conseille la série Gundam 00. C'est la seule que j'ai aimée, moi, perso. Dirty Pair a été diffusé chez nous sous le nom de Dan et Danny. Bien qu'au détour de certains dialogues sur français, on les surprend à s'appeler Kate et Julie, ce sont deux fliquettes interspatiales qui causent plus de dégâts qu'elles n'arrangent des situations. En France, deux OEV sont intégrés à la série afin d'obtenir un format standard d'26 épisodes, parce qu'il n'y avait que 24 épisodes en fait à la série. Donc du coup, ils ont ajouté 2 épisodes spéciaux au Japon. Ok. Et ils sont en France. Ouais. Il n'existe pas de manga de nos héroïnes, mais les Américains ont réalisé un comics, qui a été publié en France dans la revue de pré-publication Kamea, qui, avec Manga Player, s'était essayé à proposer des magazines dans le genre du Weekly Jump japonais. Donc je rappelle que Weekly Jump japonais, c'est un gros annuaire qu'il y a toutes les semaines, c'est imprimé sur du mauvais papier, et en fait c'est les pré-publications des mangas. Et les gens ils votent pour les mangas, et ceux qui ont le plus de succès sont ensuite en vrai manga. Ok. Pas tous ceux qui n'ont pas de succès sont juste en papier. Et ceux qui sont succès, ils sont que dans ce bouquin-là, puis ils s'arrêtent, et puis au revoir. Ok. Lady Oscar est également un énorme succès au Japon, bien que le manga soit un peu particulier. Avant la célèbre et très réussie adaptation animée, le réalisateur français Jacques Demy avait commis un film live tourné en anglais, complètement raté. Nous sommes à des années-lumière de la vraie histoire, les personnages sont inconsistants et la fin complètement en porte-à-faux de celle que nous connaissons. Plusieurs adaptations en théâtre, Takarazuka, avec exclusivement une distribution féminine, donc c'est que des femmes qui jouent tous les rôles. Le manga original court sur 2 volumes de luxe, mais Ryo Ikeda a récemment écrit un 3e et un 4e maintenant, tome anachronique. Donc tu vois, l'histoire est finie en 2 tomes, mais ensuite elle a fait d'autres histoires qu'elle place totalement n'importe où. Tu peux pas les mettre dans l'histoire, c'était son petit délire. Le studio Tokyo Movie Shinsha, TMS, est pour moi le meilleur, même si Toei Animation a à son actif les plus grosses licences comme Goldorak, Candy, Albator, Les Chevaliers du Zodiac, Dragon Ball Z, etc. TMS a une qualité d'animation irréprochable, qui font des titres des années 80 comme Cobra, Cat Size ou Lady Oscar, sont encore d'excellente facture aujourd'hui. Quand les productions Toei comportent de nombreuses erreurs de colorisation ou d'épisodes sous-traités. De plus, TMS est responsable du Lys 31, des séries Disney comme la bande à Picsou ou Tic et Tac, également Batman Animated Series, ou encore le film d'Akira. Code Quantum a été diffusé en France alors que sa programmation était terminée aux US. Cette série de voyage dans le temps, circonscrit à la durée de vie du voyageur Sam Beckett, propose des épisodes qui brassent tous les genres, mais ce sont bien entendu des épisodes qui touchent personnellement le héros et son ami Hal qui sortent du lot. Comme quand Sam retrouve son père et son frère et qu'il essaie de les sauver. Ou quand il peut dire à l'ex-femme d'Hal de l'attendre car il va revenir de la guerre, ou encore Trilogy qui donnera à Sam une fille dont il était question qu'elle devienne l'héroïne d'une suite qui n'a jamais vu le jour. Sur le corps de Magnum, autre série de Belisario, soit restée lettre morte. Sliders, les mondes parallèles, avait bien commencé avec une première saison brillante, bien que courte, mais la série devait au fil des saisons perdre en qualité avec l'éviction progressive de ses acteurs originaux. Particulièrement la disparition du professeur Arturo signe la fin de la qualité de la série, et l'on sera bien avisé de considérer cet épisode comme le dernier. Aucun par la suite ne pouvant prétendre être de qualité. La fin en cliffhanger de la saison 5 terminera de vous convaincre de ne pas prolonger le visionnage au-delà de la mi-saison 3. Alors, Sliders, en fait, t'as un petit génie qui invente une sphère un vortex pour aller dans des mondes parallèles. Donc, t'es la même personne au même moment, mais dans des dimensions différentes. Seulement, le problème, c'est qu'il n'arrive pas à retourner chez lui.
Donc à chaque fois, ils ont un minuteur qui leur dit pendant combien de temps ils sont dans ce monde-là, Ah oui. en espérant que le prochain monde, ça sera le bon, ça sera chez eux. Ah oui, donc ils changent dans le monde et ils retournent jamais dans le bon. Non, c'est ça. Ah oui. Et en fonction du monde, bah, les choses se passent différemment. T'as un monde où c'est les femmes qui gouvernent, t'as un monde Ça où peut il y a pas encore le des dinosaures. Ouais, voilà. Alors c'est très bien les 2 premières saisons et demie, et puis après ça devient n'importe quoi. Ok. La planète des singes est à la base un roman français de Pierre Boulle, où le héros se retrouve sur une planète étrangère, où les singes ont remplacé les hommes. Puis à la fin, il rentre sur Terre pour s'apercevoir que là aussi les singes ont supplanté l'humanité. Dans le premier film des années 60, les singes rencontrés n'ont pas le même degré de civilisation, ceci est dû au budget du film. Et la fin est tout autre. Fin par ailleurs honteusement spoilée par les nouvelles affiches et les jaquettes DVD et Blu-ray de pas mal de versions. Là, c'est très fort de te raconter la fin sur l'affiche. Comme de toute façon vous allez tomber sur cette image, je peux vous raconter la fin. En plus, ça m'arrange pour la suite. À la fin du film, nous apprenons que le héros, Taylor, avait voyagé dans le temps pour se retrouver sur la Terre dans le futur. Le succès du film conditionne plusieurs suites qui seront faites empiriquement. Là, on y revient. Ah oui. Ce qui cause des problèmes de narration. Donc, dans la suite, le secret de la planète des singes, on argumente qu'un autre astronaute, Brent, est parti à la recherche de l'expédition de Taylor, et coup de bol, il se retrouve au même endroit à la même époque. Sauf que la date de l'horloge de son vaisseau est différente. Donc, la première erreur, faites gaffe un peu, quoi. Ce n'est pourtant pas compliqué de vérifier ce petit détail. Bref, ce deuxième film fait un peu grosso modo remake du premier, sauf que là, on apprend que des hommes doués d'intelligence ont survécu. Parce que quand il arrive sur la planète des singes, les hommes sont devenus cons. Hein. Ils n'ont plus de cerveau, c'est des animaux. Et c'est les singes qui gouvernent et qui sont intelligents. Et là, dans le deuxième film, en fait, t'as des humains encore intelligents qui, eux, sont restés enfermés sous terre et qui vénèrent la bombe atomique. Ah oui. Donc, ils sont irradiés. Hein. Donc, l'intelligence, ça se défend. Ouais. Ça dépend comment longtemps. Donc, en effet, dans le premier film, ils avaient régressé intellectuellement au stade animal. Ces derniers sont cachés dans la zone interdite et vénèrent la bombe atomique. Charlton Heston, qui joue Taylor, apparaît peu dans cette suite et suggère la destruction de la planète pour qu'il n'y ait plus de suite. Donc en fait, il voulait pas jouer dans le deuxième, mais on lui dit bah écoute, ce qu'on va faire, c'est que tu vas mourir au début, comme ça tu joues pas longtemps. Donc il dit ah non, ce qu'on va faire, c'est que je vais apparaître un petit peu au début, un peu à la fin, et à la fin la Terre explose, comme ça après il n'y a plus de suite. Donc la Terre explose à la fin. Donc tu te dis, bah là c'est fini, on peut plus rien faire. Mais ils vont quand même faire un 3. Mais voilà, encore un succès, comment faire une suite alors que la planète a explosé. Alors là, il va falloir faire preuve d'une grande indulgence pour avaler la couleuvre. Hein. On apprend donc que 3 singes, Zira Cornelius et un certain Milo, arrivent à retrouver et réparer un des 2 vaisseaux spatiaux, sachant que l'un a coulé et que l'autre est éparpillé en petits morceaux façon puzzle. Les réparer et le font fonctionner. Donc c'est déjà très différent. Alors déjà c'est difficile parce que les 2 vaisseaux spatiaux, donc ils sont tous les 2 ou pétés ou abîmés dans l'eau et compagnie, donc déjà pour qu'ils les récupèrent c'est pas possible. Donc il faut vraiment... Ils sont intelligents. Oui mais pas à ce point. Ils sont intelligents mais ils sont pas encore arrivés au niveau de l'intelligence des hommes de cette époque, tu vois. Ah oui. Donc ils s'en sont encore à la roue, hein, tu vois. Ah oui. Alors ils ont des appareils photo mais la technologie comme ça ils savent pas faire des vaisseaux spatiaux et encore moins voyager sur les planètes, tu vois. Donc c'est bon alors donc là on nous dit que le nouveau, la Milo qu'on n'a pas vu dans les autres films, c'est plus intelligent que les autres et qu'il arriverait à faire fonctionner et réparer un truc qui est tout pété. Bon admettons. En plus les évadés de la planète des singes et le reflet du premier avec les héros singes parmi les hommes. Là Cornelius qui dans le premier film ne croyait pas au récit de Taylor et se retrouve tout d'un coup très au fait d'histoire qui fera de la Terre de la planète des singes. Donc tu vois donc au début quand Taylor arrive, en fait Taylor et ses potes ils se font chasser par les singes au début. Et quand il se fait chasser, Taylor, il se fait toucher à la gorge, ce qui fait qu'il peut plus parler. Donc du coup, il peut pas dire qu'il est intelligent et qu'il comprend, contrairement à tous les autres hommes qui sont gueux. Donc c'est au moment où il reparle que les singes s'intéressent à lui et qu'ils pensent que c'est un mutant et qu'il y en a d'autres et que du coup c'est une menace pour eux et qu'ils veulent le tuer et patati patata. Et donc Cornelius, c'est un des singes gentils qui va être avec lui, il croit pas à ces conneries, il dit non, t'es pas intelligent, c'est des conneries, t'es un mutant, c'est tout, tu vois. Et là tout d'un coup dans le troisième, quand on l'interroge sur le machin, il sait tout sur la planète des singes. Ouais, en fait, voilà ce qui s'est passé et tout. Donc là ça aussi c'est un peu pas logique. Ouais. Les hommes apprenant leur future domination par les singes décident de tuer ces derniers. D'ailleurs, l'acteur concerné n'est autre que celui qui deviendra le Victor des Feux de l'amour. Cette fois, on pose des jalons pour une éventuelle suite avec le fils rescapé des héros, qui en sera quitte pour s'appeler César dans la conquête de la planète des singes, malgré la volonté de Zira de l'appeler Milo. L'histoire contée par Cornelius se réalise. Suite à une épidémie apparemment amenée de l'espace par nos héros, les chats et les chiens sont éradiqués de la planète et remplacés par les singes comme animaux domestiques. Ceux-ci s'avérant doués pour rendre des services, ils deviennent rapidement des esclaves et se soulèvent, menés par le singe intelligent César. La saga cinématographique se terminera par la bataille de la planète des singes avec un budget ridicule, parce que plus les films ont du succès, plus moins ils donnent de sous pour le faire. Ah bon? Ouais. Bah,
C'était le cas pour la planète des singes, mais ça arrive dans pas mal de cas, oui. La licence est exploitée dans un dessin animé pas très animé, et une série, où 2 astronautes se retrouvent sur la planète des singes 500 ans avant l'arrivée de Taylor. Ici, les hommes parlent encore, mais sont déjà inférieurs aux singes. La série ne durera qu'une saison, un épisode ne sera pas doublé à l'époque, et nous n'avons pas eu de dessin animé dans nos contrées. Tim Burton réalise un remake qui se veut plus proche du roman, mais qui s'avère décevant. Aujourd'hui, l'histoire est rebootée, et l'on assiste à la nouvelle ascension des singes, sans qu'aucun singe intelligent ne revienne du futur, mais le meilleur reste toujours le tout premier film. Donc, depuis, ils ont fait 3 nouveaux films d'appel des singes, en racontant ça autrement. Retour vers le futur n'était pas non plus pensé comme une trilogie à la base, ce qui explique quelques réajustements. Biff semble encore plus demeurer dans la suite. Tu fais comme dans l'infanterie, tu te tires ailleurs, disait-il dans le premier opus. Il ne connaît plus l'expression dans le second. Après, il dit, tu fais comme dans l'infanterie, tu te casses ailleurs. Alors que l'humour, c'est de faire un tirailleur. Ah oui, lui, il casse. Voilà. Comme personne ne traite Marty de mauviette dans le premier, on dit juste qu'il a les foies. Mais c'est peut-être dû à la traduction. Là. D'ailleurs, le nom de Zeus de Doc est une invention des Français. Tous ces paradoxes temporels sont intéressants. Si on réfléchit bien, le Marty de 85, que notre Marty voit partir à la fin du premier film, ce n'est pas lui, puisqu'ayant changé le passé, celui qui part est le fils des nouvelles versions de ses parents. Eh oui. Et quand le vieux Biff revient en 2015, comment est-ce possible puisqu'il a changé le passé? Il devrait atterrir dans le 2015 modifié. Et on peut aussi continuer longtemps, en tout cas on s'épargnera le visionnage du dessin animé tout à fait dispensable et insupportable. Notons juste qu'il est amorcé par des interventions live de Christopher Lloyd, malheureusement pas doublé par Pierre Attet, également voix du Joker dans les animés de Batman. Ça c'est parce que le doublage il a été fait en Belgique, alors on a repris la voix de Luc Hamet pour Marty, mais on n'a pas voulu prendre la voix de Doc. Petite anecdote, Michael J. Fox avait déjà joué avec l'acteur qui incarne son père dans le film, High School USA, où il joue également les acteurs de Willy et Virginia de Arnold et Willy. D'ailleurs, ce dernier s'est avéré très ingérable sur les tournages du premier opus, et ses prétentions financières l'écarteront du tournage des suites. Donc celui qui joue le père de Marty McFly dans le premier film, il a été imbuvable sur le tournage, donc du coup on a préféré pas le prendre pour la suite. Et après, comme ils ont quand même récupéré quelques scènes de lui du premier film, ils avaient besoin, parce que comme il remonte le temps, il rejoue dans le premier film, du coup il leur a fait un procès. Parce qu'au départ, il voulait pas de lui, déjà parce qu'il avait été insupportable, mais ensuite parce qu'il voulait beaucoup trop de sous. Ah bon. Et au final, comme ils ont quand même réutilisé des images de lui du premier film, il leur a fait un procès et il a quand même eu des sous. Ah. Donc en gros, ils l'ont payé pareil pour qu'il joue pas dedans. Donc Ah. ils auraient mieux fait de le prendre finalement. Ouais. Star Wars est forcément culte. À la base, George Lucas ambitionnait de porter à l'écran les aventures de Flash Gordon, comme ce dernier était lui-même une variation des aventures de Buck Rogers. Star Wars allait être certes inspiré de Flash Gordon, à ne pas confondre avec le héros Flash qui court très vite, mais aussi par bien d'autres films, comme La forteresse cachée de Akira Kurosawa, Les mythes arthuriens et bien d'autres choses. Les fans de comics seraient tentés de voir une filiation certaine entre Dark Vador et le Docteur Fatalis des 4 Fantastiques. Mais l'origine remonte en fait à un authentique bandit australien du 19e siècle contre les policiers. Créer la suite des aventures de Star Wars en BD suite à l'épisode 4, Un Nouvel Espoir, à partir de 1977, ne fut pas très aisé, et nombre d'erreurs de continuité et de contradictions avec l'histoire contée dans les films suivants seront légion. On fait sortir Luke et Leia ensemble, alors qu'ils sont frères et sœurs. On ignore bien sûr que Vador est le père de Luke, puisque c'est le twist du deuxième film. Jabba est représenté comme un extraterrestre jaune et mince à tête de morse, et apparaissent des créatures bizarres telles Jackson, un lapin vert humanoïde à ne pas confondre avec Bucky Howard, qui est aussi un lapin vert humanoïde. La célèbre série Zorro de Disney a été mise en chantier pour permettre à Disney de financer Disneyland. Contrairement à ce que croit beaucoup de monde, le choix du tournage en noir et blanc était purement budgétaire et non artistique. Donc ils ont décidé de faire noir et blanc pour que ça coûte moins cher, et après ils ont dit non, merde. C'est un problème de bisbille entre la chaîne ABC et Disney qui empêcha le tournage d'une 3e saison. Il existe néanmoins 4 téléfilms faisant suite à la série qui n'ont jamais été ni doublés en français, ni colorisés comme ce fut le cas de la série en 92. Parce que du coup, il est en 92, ils ont dû coloriser toute la série, parce que pour qu'elle repasse encore, il faut qu'elle soit en couleur, parce que j'aime pas les trucs en noir et blanc. Zorro est un héros de pulp à l'origine. Sa première aventure est The Curse of Capistrano, en 1919, par Johnston McCulley. Dès 1920, un premier film sort au cinéma avec Douglas Fairbanks, le signe de Zorro. Film qui était allé voir Bruce Wayne et ses parents juste avant le drame qui allait faire de lui Batman. Ce personnage est inspiré du Mouron Rouge, créé en 1905 par la baronne Emuska Orczy. C'était un aristocrate anglais qui sauvait ses congénères de la guillotine au lendemain de la Révolution. Son comportement en société préfigurait celui de Don Diego.
On trouve aussi comme inspiration le révolutionnaire espagnol José María Ávila et certains traits de caractère de Joaquín Murrieta, un bandit à la Robin des Bois. Zorro est aussi le héros de nombreuses serials, dont le notable Zorro Fighting Legend, d'abord une cascade, où le héros passe sous une diligence et se rattrape à l'arrière. Indiana Jones fera de même dans les aventures de l'Arche perdue avec un tank. L'autre scène, c'est le piège des murs qui se rapproche et qui sera reprise en Star Wars. Et c'est bien sûr la série Disney avec Guido Catalano, alias Guy Williams, dans le rôle titre, mais qui a eu plus de succès. Zorro a été colorisé en 92, la série Au nom de la loi a subi le même sort, mais l'éditeur des DVD a préféré ne pas proposer cette colorisation entre autres choses. Il reproche le choix de la couleur bleue pour la veste du héros, originellement marron. Ce choix de couleur assimilera le héros à un policier alors qu'il est chasseur de primes. Robert Conrad, le célèbre James West des Mystères de l'Ouest, et Papy Boyington dans Les Têtes Brûlées. Mais aussi le héros de deux courtes séries, d'abord L'Homme de Vienne, qui devait à l'origine être L'Homme de Munich, et c'est le cas dans l'épisode pilote, diffusé en France sous le nom Un dangereux rendez-vous avec Roy Schrader dans le rôle titre. La deuxième série concernée est Sloan Agent Spécial. Ici, le pilote n'est pas avec Conrad, mais avec Robert Logan, dans Death Ray 2000, en France, le maître de l'eau. L'aventure de cet agent à la James Bond, avec un partenaire avec une main métallique, durera 12 épisodes. Ah, c'est parce que j'ai plus de